Merci infiniment d'être avec nous pour ce rendez-vous de votre émission Avis de la diaspora. Avis de la diaspora, dans cette émission, nous évoquerons le dialogue politique en Centrafrique et de la crise préélectorale en RDC, en République démocratique du Congo et du pillage des ressources minières avec notre invité, Dr Geoffroy Godefroy Luther Gondje-Janag, expert analyste en gestion des crises politico-militaires et analyste des gestions des crises politico-militaires et acteur de la société civile. Merci à tous d'être avec nous. Chers amis internautes, vous aurez l'opportunité de participer à cette émission en composant tout simplement le 319 462 89 119 et également vos avis nous intéressent. Merci infiniment d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'actualité de décryptage. Dr Godefroy, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les panafricanistes et bonjour à tous les citoyens du cours. Merci de votre invitation et merci pour le travail que vous faites pour essayer de consolider notamment la démocratie. On essaye de faire de notre mieux. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Il faut dire que le premier sujet concernera donc la Centrafrique, un pays dont vous êtes originaire. Et il faut dire également que le comité d'organisation du dialogue républicain a été mis en place le 30 juillet dernier par le président de la République. L'opposition accepte de participer à travers ce comité sous réserve, alors que l'opposition, cette même opposition n'a pas reconnu la victoire du président Faustin Touadéra à l'issue du scrutin du 27 décembre dernier qu'il a remporté dès le premier tour. Dans son adresse à la nation, le président avait annoncé également la tenue du dialogue dit républicain dans un contexte de crise crise post-électorale et sécuritaire. Quelles sont les raisons de cette crise post-électorale, docteur? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous posez une question à plusieurs dimensions, une question à la fois politique, une question qu'il faut retracer la courbe généralogique de cette crise balbutiante ou cette crise gangrenante qui a toujours secoué de façon violente notre République, qui est la République centrafricaine. Mais bien avant, pour l'intérêt des téléspectateurs qui connaissent la République centrafricaine, il n'y a pas que des Africains qui suit également cette émission, il peut y avoir des Européens. Il suffit notamment d'attraper la carte de l'Afrique. Vous allez voir que c'est un pays au cœur de l'Afrique qui n'a pas de façade maritime, qui a 623 000 km², connu sous notamment l'ancien président qu'on appelle empereur Bokassa. Mais ce pays a depuis 1960 ou depuis l'accession aux indépendances, ce pays ne cesse notamment de connaître des regains constitutionnels, des soubresauts à caractère militaire, une crise profonde. Donc, pour retracer, avant de répondre notamment à votre question qui est une question intéressante, je voudrais d'abord retracer qu'est-ce qui a fait de la sorte qu'aujourd'hui, cette République se porte très mal. Dès d'abord, l'accession aux indépendances, les centrafricains en 31 décembre 1905 a connu déjà son premier coup d'État avec le colonel Jean-Bédel Bokassa. Le 20 septembre 1979, David Dacko accède au pouvoir c'est-à-dire cette même pratique qu'on appelle la pratique des coups d'État. Le 1er septembre 1981, le général Kolimba prend le pouvoir par la pratique des coups d'État. Le 19 septembre 1993, le président Patassé accède au pouvoir après la marche vers la démocratie, après notamment le coup de la bolle qui a permis aux États africains de souscrire, c'est-à-dire cette culture démocratique entre guillemets. Et en 1996, très rapidement, la République centrafricaine bascule dans une tension qu'on appelle une tension, une crise politico-militaire avec des Mituderi. La mise en place des premiers accords a eu lieu en 1997, le 25 janvier 1997, on parlait déjà de l'accord de Bangui avec l'implication c'est-à-dire une mission internationale. 2001, très rapidement, vous allez voir que la République centrafricaine va connaître une tentative de coup d'État où les conséquences seront notamment des conséquences sanglantes. Et le 15 mars 2003,
le général Bozizé accède au pouvoir par la pratique des coups d'État. En 2011, ou bien avant 2011, après la transition pilotée par le général Bozizé, en 2005, il a été réélu avec une tension de sécurité qui était déjà galopante. En 2011, sa réélection sera une source de contestation à la fois politique, à la fois populaire, et nous allons rentrer dans une crise avec l'avènement de la CDK, qui est venu notamment enfoncer le clou en 2013 avec la prise de pouvoir dont le leader Michel Doto Diasto proclamé, c'est lui qui a pu manager, c'est lui qui a pu notamment ordonner ce coup d'État. D'ici là, déjà, il y a des prémices qui attestent, il y a des indicateurs qui attestent que la République centrafricaine se dirige vers une balle. Qu'est-ce qui va se passer? L'arrivée de M. au pouvoir, il y aura des masses, il y aura notamment pratiques anticonstitutionnelles qui seront mises en place, il y aura notamment des actions populaires et très rapidement, sous l'État de Toda, était appelé à démissionner le 10 janvier 2014. À l'issue de cette démission, un conseil national d'élection a été mis en place, dont Catherine Samapanza a été élue par les conseillers nationaux. Et après, une fois que Mme Samapanza arrivera au pouvoir, il y aura notamment des foyers de tension, avec notamment un système de gouvernance purement despotique, ce qui va amplifier la naissance de tensions, ce qui va faire de la sorte qu'il y aura la prolifération des armées. Dans une telle ambiance, la communauté internationale va contraindre Mme Samapanza à organiser les élections en 2016. À l'élection, on va tenter d'aller vers une normalisation constitutionnelle qui a permis à l'élection de M. Touadéra en 2016. Tout en sachant que les rebelles ne sont pas désarmés, tout en sachant que l'ONU a donné une autorisation avec la résolution 21-21 permettant à l'État international de voler au secours de la République centrafricaine pour trouver une solution à caractère politique pour sécuriser la population qui n'avait pas une armée. Parce que rappelons que depuis les différentes crises que la République centrafricaine a connues, jusqu'à partir de 2012, la République centrafricaine a connu une sanction de l'embargo. L'embargo a fait de la sorte qu'il n'y a pas une armée quelconque qui pouvait défendre les institutions de la République. Donc en 2016, vous allez voir que très rapidement, la tension va monter d'un cran. Touadéra a gagné, issue de tentative de cette normalisation constitutionnelle, il y aura une action populaire qui va faire de la sorte que les 14 groupes armés vont se retrouver à Khartoum pour mettre un accord qu'on appelle l'accord de Khartoum en place. Et là, nous sommes en février 2020. À l'issue de cet accord, il était question d'intégrer les groupes armés dans le système managérial politique. Un gouvernement d'union nationale a été mis en place, mais très rapidement, ces mêmes armées qui ont signé les accords, et rappelons pour les auditeurs que la République centrafricaine est au 13e accord politique. À l'issue de cet accord politique, il y a eu l'entrée fracassante de ces groupes armés dans le système politique, permettant de chercher à désamorcer cette crise balbutiante. Mais force est de constater que plus rapidement, nous avons rebasculé encore vers une crise sanglante. Et cette malheureuse situation qui a endeuillé la République, c'est ce que nous venons de connaître avec le putsch que le général Bozizé a réclamé tout dernièrement avec la naissance de ce qu'on appelle la CPC. Voilà un peu près, de façon chronologique, pourquoi la République centrafricaine n'arrive pas aujourd'hui à trouver une solution permettant
d'aller vers l'éradication de cette crise? Est-ce qu'il y a des facteurs endogènes, exogènes, qui expliquent que cette crise qui cristallise les institutions de la République? C'est en partant de ce postulat, en partant de cette analyse, que nous allons essayer de tenter de voir est-ce qu'il y a aujourd'hui nécessité que nous allons vers un nouveau dialogue encore. Est-ce que la population qui a été toujours victimisée, ses revendications sont prises en compte? Voilà de façon succincte comment nous avons pu arriver à cette situation calamiteuse. Justement que le président avait proposé un dialogue à l'opposition et le souhait également de l'opposition est de rendre ce dialogue inclusif. Comment cela pourra être possible? Dire que l'opposition aujourd'hui propose un dialogue inclusif, c'est ce que nous souhaitons depuis. Nous voulons bien que le dialogue puisse notamment appeler tous ceux qui ont pu créer des indicateurs de la souffrance au peuple centrafricain de se retrouver autour d'une table. Mais maintenant, le format de ce dialogue est échappé à la casse de la justice. C'est la véritable question qu'il faut se poser. Nous avons eu 13 accords politiques. À l'issue des 13 accords politiques, quelle est la solution politique? Quelle est la solution économique? Quelle est la solution institutionnelle que ces 13 accords ont pu apporter de façon spontanée? Nous voulons exclusivité. Mais cette exclusivité va en compte la souffrance du peuple. C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'à un moment, lorsqu'on tue et que l'impunité constitue la colonne vertébrale du système de gouvernance, cela ne peut qu'attiser ce sentiment d'injustice pérennisé dans le temps. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait face à cette injustice qui a fait de la sorte que même de la République s'est désacralisée? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quelle est la réponse exacte à apporter à cette population qui a été victime même des institutions de la République? Parce que ceux qui exercent le pouvoir de l'État, ils utilisent le pouvoir de l'État pour bâillonner ce peuple. Est-ce qu'ils ont aujourd'hui la légitimité de continuer à parler au nom de ce peuple? Est-ce que l'opposition qui demande aujourd'hui l'exclusivité ont pris également en compte la souffrance de ce peuple? Donc, ils ont essayé de créer des indicateurs nécessaires pour essayer à chaque fois de donner des coups fatals à ce peuple. Je pense que archi faux. En partant de là, on se pose la question véritable. Quel est l'intérêt que les politiques centrafricains recherchent à travers leurs activités prédatrices et ravageuses? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'à travers ce dialogue, il y aura une sortie définitive de la crise? C'est la question qu'il faut renvoyer. Et à tout et chacun d'examiner après 13 années, est-ce que manifestement la République centrafricaine peut aujourd'hui parler en d'un dialogue supplémentaire? Justement, on parle de dialogue en Centrafrique proposé par le président de la République. On se pose la question de savoir comment fera l'opposition ou comment fera le peuple centrafricain si ce dialogue ne tient pas à sa fin ou n'aboutit pas. Docteur. Effectivement, nous, que nous arrivons d'ici là à se parler entre nous. Nous voulons bien que le peuple centrafricain puisse se retrouver autour d'une table. Mais monsieur le journaliste, permettez-moi, j'ai posé toute condition préalable. Cette condition, c'est que ceux qui ont pu diriger la République depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diront à ce peuple qu'ils ont massacré? Quels sont les fonds qui sont déjà prédisposés pour aller vers l'indemnisation de ce peuple qu'ils ont bâillonné? Ils ont fait des victimes. Ils ont fait des femmes veuves. Ils ont fait notamment des enfants orphelins. Et aujourd'hui, ils vont dialoguer. Dialoguer dans quel intérêt? Dialoguer pour des personnes à qui ils ont tué. Dialoguer avec des personnes qu'ils ont soutenues et qui ne sont pas des sujets centrafricains, qui sont la plupart du temps des terroristes.
C'est la question qu'il faut se poser. Et là, j'appelle chaque acteur de la crise centrafricaine à échéance, au tribunal de propre conscience. Ils vont dialoguer pour éviter la case qu'on appelle la case de la justice. Nous voudrons bien dialoguer. Mais qu'est-ce qu'ils proposent en contrepartie? En contrepartie, qu'est-ce qu'eux, ils proposent? Maintenant pour vous qui êtes centrafricain, qu'est-ce que la diaspora propose? Puisque vous faites partie des intellectuels centrafricains à la diaspora, qu'est-ce que vous proposez aux gouvernants de votre pays? Effectivement, tant qu'il y a une crise, il y a tentative de solution. Nous proposons pas que ce dialogue soit un dialogue républicain. Parce que ceux qui ont toujours dirigé, ils proposent un dialogue à caractère républicain. Mais la République, dans le sens stricto sensus, mais en amont, c'est-à-dire l'intérêt général. L'intérêt général, ceux-mêmes qui gouvernent ont foulé plusieurs fois l'intérêt général de leur propre pied. Donc, le format de ce dialogue républicain n'a pas son sens. Nous proposons plus, c'est-à-dire un dialogue citoyen. C'est maintenant au peuple de demander le compte à ceux qui les ont gouvernés. Il faut renverser l'ordre pyramidal. C'est au peuple de demander des comptes. Et ce que nous proposons pour le format de ce dialogue, c'est le dialogue citoyen et non le dialogue républicain. Voilà la première solution qu'il faut poser sur la table. Quelle est la différence entre un dialogue républicain et un dialogue le dialogue dont vous nous parlez en ce moment, pour le commun des mortels qui ne sont pas accros à la politique ou qui ne sont pas des politologues? Le dialogue républicain, il y a un autre format. C'est la machine étatique qui peut avoir un regard à titre organisationnel. Mais le dialogue républicain, le dialogue citoyen, c'est aux citoyens de piloter et de manager ce dialogue. À la différence du dialogue républicain, où ceux qui ont gouverné vont avoir une mainmise sur le fonctionnement de ce dialogue. Voilà la différence qu'il faut établir. Nous proposerons plus un dialogue citoyen parce qu'il appartient maintenant à ce peuple qui a été toujours victime d'un système à caractère totalitaire, à caractère despotique, de demander compte maintenant à ceux qui les a suffisamment massacrés, à ceux qui a créé de la souffrance, à ceux qui a généré de l'impunité, étant comme leur système managérial et politique. Maintenant, il faut renverser l'ordre pyramidal. Il appartient au peuple d'aller demander de compte à leur gouvernant, et non au gouverneur de demander de compte à ce peuple. Voilà le format que nous proposons. Voilà le format que vous proposez. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Allez tout simplement sur Afro-Web TV/live pour être en direct avec nous. Vous pouvez également participer à cette émission en composant le 319 462 89 79. Nous sommes avec Dr Godefroy Luther Gondje Djayanang qu'on reçoit depuis Toulouse. Merci infiniment d'être avec nous et de partager avec les amis cette information. Et notre invité de marque aujourd'hui nous parlera également de son pays et les propositions faites, le regard de la diaspora par rapport à cette crise politique républicaine en Centrafrique. Alors, est-ce que il vient de faire sortir également un décret. Est-ce que ce décret, c'est pour contrecarrer l'opposition et ou c'est dans l'avantage du peuple? Je ne peux pas contester la légitimité ou la question du décret qui est un acte de règlement effectivement au pouvoir politique d'organiser la gestion de la chose publique. Maintenant, au-delà de ce décret, je pense qu'il y a un déséquilibre en termes de représentativité. Vous allez voir qu'on prend la représentation de la société civile, on prend la représentation du pouvoir politique, du pouvoir de certaines organisations, toutes en excluant les représentants de la diaspora, tout en excluant tout en excluant des représentants des réfugiés, tout en excluant même les représentants de certaines institutions qu'on appelle
l'armée, la police, la gendarmerie. Parce que généralement, quand on déstabilise la République centrafricaine, on utilise les armes à feu. On peut dire que cette institution, qui est une institution militaire, ils sont appelés à l'obligation de réserve. Mais la situation que nous traversons demande l'inclusivité. Cette inclusivité demande à ce que toutes les couches sociales qui composent la République centrafricaine puissent être représentées. Raison pour laquelle nous proposerons d'élargir la représentation. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller essayer de tracer une ligne directrice et que les gens viennent sans aller sur l'arbre à palabre pour trouver les véritables causes de cette déstabilisation qui a perduré depuis longtemps. Il faut que nous allons en profondeur. Pour aller en profondeur, il appartient à chaque couche de la société d'être représentée. Cela n'exclut pas que le pouvoir politique doit avoir un regard en termes organisationnels. Doit veiller les Centrafricains se parlent entre eux. Que nous arrivons à se parler entre nous, il faut voir le cadre proposé par le pouvoir politique. Le pouvoir politique propose que certaines couches de la population et certains acteurs soient là. Mais ceux qui ont été victimes depuis des décennies, s'ils ne sont pas représentés, qui écoutera notamment les cris de ces personnes? C'est la question que nous nous posons. Beaucoup de questions donc à l'issue du dialogue politique républicain en Centrafrique. Nous recevons Dr Godefroy Luther qui essaie également de son côté de nous dire ce qui se passe réellement en Centrafrique en ce moment, notant que le 31 juin dernier, 6 civils ont été tués en Centrafrique après une attaque des rebelles d'un village situé dans le nord-ouest de votre pays, la Centrafrique, près de la frontière avec le Tchad et le Cameroun, a annoncé la mission des Nations Unies en Centrafrique. Quelles sont vos impressions, docteur? L'impression que nous pouvons donner, c'est une impression d'une insécurité qui a toujours perduré. Mais le véritable problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème, il faut essayer de comprendre qui aujourd'hui veut défier les institutions de la République. Qui continue à massacrer les Centrafricains? Je peux retourner la question de cette manière. Il y a eu un incident qui a eu lieu, il y a eu des massacres qui sont perpétrés aujourd'hui. On nous dit que la présence, par exemple, de Wagner en République centrafricaine toujours par l'organisation de défense des droits de l'homme, mais il y a une catégorie de la population qui n'arrive pas aujourd'hui à condamner force toutes les barbaries encaissées par CPC. Il ne peut pas avoir, c'est sûr, il ne peut pas avoir une justice à double vitesse. Aujourd'hui, les Centrafricains qui se font massacrer, la communauté internationale doit avoir un regard impartial, permettant d'arbitrer avec objectivité. Pourquoi la République centrafricaine, plus de 60 ans, n'arrive pas à stabiliser ces institutions? C'est la question majeure qu'il faut mettre sur la table. Est-ce que le facteur chômage, est-ce que le facteur de sous-escolarisation, est-ce que le facteur de la pauvreté sociale, est-ce que le facteur de manque de leadership sur la politique, ce sont les mots qui désacralisent le fonctionnement du système centrafricain? Il faut diagnostiquer à travers ce dialogue. La plupart des dialogues qui ont eu lieu en République centrafricaine ou les forums et autres, c'est piloté par les puissances extérieures. Il y a un principe qu'on appelle en droit, le principe de l'autodétermination. Après 13, et à travers les 13 dialogues qui ont eu lieu avec suivi des accords, il est temps qu'après le 14e, quand la possibilité aux Centrafricains de définir le chemin que ce dialogue, notamment, peut prendre. Donc, pour revenir sur la question que vous me posez, concernant cette insécurité ne date pas d'aujourd'hui.
Maintenant, l'absence des forces de défense et de sécurité, il y a une montée qu'il faut saluer, une montée figurante des forces de défense et de sécurité qui est en train de se faire, mais il y a beaucoup à faire de la place à la part de la publique. La puissance publique doit faire de la sorte que le centrafricain puisse aller et revenir en toute sécurité. C'est l'une des missions régaliennes qui est assignée au pouvoir politique. Cela fait partie notamment des obligations constitutionnelles. Mais ce que nous décrions, au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui, comme vous l'avez pu dire, une opposition demande l'inclusion, mais cette opposition est dans cette incapacité de proposer ce qu'il y a lieu de faire pour trouver une solution. Tout en sachant qu'il y a des bévues de la part notamment de ceux qui gouvernent la cité aujourd'hui, c'est-à-dire le pouvoir politique et ceux qui sont de la majorité. Mais face à cette coalition qui ne cesse notamment d'intriguer le peuple centrafricain, qui ne cesse de générer des stress supplémentaires au peuple centrafricain, quelle est la solution qui peut nous permettre d'escalader cette crise qui a créé plusieurs victimes en République centrafricaine, sa réparation aujourd'hui? Voilà la question, voilà notamment comment nous pouvons porter notre regard par rapport à cette dernière, notamment malheureux événement qui a eu lieu où les forces de la communauté internationale ont condamné avec force et abnégation. Quelles sont les propositions que vous, les intellectuels de la diaspora de nationalité centrafricaine, vous faites à votre pays pour solutionner cette crise? Il y a toute une série de solutions que nous cessons de proposer. Mais quand on propose des solutions, il faut que ceux qui sont au pouvoir puissent avoir l'humilité d'écoute. Mais quand on propose des solutions et que les solutions sont devenues lettres mortes, il y a un climat de frustration qui fait de la sorte que nous arrivons parfois à baisser les armes. À baisser les armes, c'est-à-dire à baisser les épaules. Donc, il manque à nos politiques de l'unité. Il manque à nos politiques le sens de l'écoute. Maintenant, pour revenir sur la question que vous me posez, sur les séries de solutions à proposer, j'ai déjà proposé d'emblée qu'il faut que ce dialogue puisse prendre le format, c'est-à-dire le dialogue qu'on appelle le dialogue citoyen, et non un dialogue républicain. Parce qu'au nom de la République, beaucoup de choses se sont passées, sans que la République puisse notamment également être jugée. Et le premier juge qui peut juger la République, c'est le citoyen. Donc, il appartient maintenant aux citoyens, à travers l'exercice de ce qu'on appelle l'exercice de la démocratie participative, de juger est-ce que ceux qui incarnent la République, ils ont cette dignité, ils ont cette légitimité de continuer à parler au nom du peuple. Parce qu'on ne représente pas un peuple pour massacrer un peuple. Ceux qui sont de l'opposition, l'opposition consiste notamment à animer la vie politique. Et non, l'opposition ne doit pas continuer à pactiser avec les forces négatives. J'entends par là une opposition destructive. Quand on est opposant, on est une force de proposition. On est opposant parce qu'on est dans cette dynamique de recherche du pouvoir, tout en respectant les institutions de la République. Mais il y a certains, malheureusement, en République centrafricaine, il y a certains opposants qui pactisent avec les forces négatives pour déstabiliser la République centrafricaine. En ce moment, quel modèle de la démocratie le peuple centrafricain peut tirer à travers ses opposants? Quel modèle de la démocratie le peuple centrafricain peut tirer venant de l'exemple de ceux qui gouvernent la cité? Donc, à travers les solutions, nous ne pouvons pas que parler de la solution sans que nous puissions faire l'état des lieux. Nous avons toute une série de solutions. La solution, c'est quoi aujourd'hui? Je vous ai dit, il faut que ce dialogue puisse prendre la forme qu'on appelle la forme du dialogue citoyen. Première solution. Deuxième solution, il faut que ce dialogue ne soit pas dicté par une force extérieure. Il faut que c'est les Centrafricains qui arrivent à schématiser comment ils vont piloter le déroulement de ce dialogue. Deuxième solution. Troisième solution, il faut définir comment
ce dialogue va être mené, la durée, il faut que les Centrafricains puissent se retrouver que pendant 3 jours et parler pendant 3 jours, il s'en va, je pense que archi faux. C'est l'ancien schéma qui a toujours eu lieu. Ils se retrouvent pendant 3 jours sans notamment diagnostiquer qu'est-ce qui a fait qu'après 58 ou depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la République ne fonctionne pas. Donc, pour que le dialogue là peut durer 5 mois, 6 mois, il faut que cela puisse se faire. Troisième solution. Maintenant, les forces extérieures, c'est-à-dire ceux qui sont de la diaspora, dernièrement, le président de la République a demandé à ce que la diaspora puisse faire ses propositions. Mais je pense qu'il y a un ministère des Affaires étrangères qui est là. La diaspora centrafricaine est non organisée. Comment on peut demander à la diaspora de faire des propositions? Et à qui on va faire des propositions? Sans d'organisation que la diaspora centrafricaine ne peut pas se faire entendre par rapport à ce processus de dialogue aujourd'hui en cours. Il faut au pouvoir public, déjà dans un premier temps, de déléguer le pouvoir de l'État, définir au niveau de la diaspora et sur le processus de ce dialogue. Solution. Il faut qu'il y ait un plan pour ceux qui sont les porteurs de tenue. Ils confondent en général leur mission qui consiste à sécuriser les institutions de la République centrafricaine à des missions qu'on appelle la pratique des cas. Donc, à travers ce livre, il faut qu'il y ait des engagements purs et qui émanent de la sensibilité. Là-dedans, c'est bien les actions militaires, les forces ou de sécurité centrales. La plupart du temps, c'est eux qui mettent des mécanismes de déstabilisation de la République en place. Faut-il parler d'une armée républicaine dans ce contexte? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Le président de la République parle d'une armée de garnison. Mais la moralisation déjà, ou la moralité de ces hommes au sein de ces forces de défense et de sécurité reste à revoir. C'est pourquoi il faut proposer la naissance d'un livre blanc avec des engagements forts qui va être étant comme qui va représenter en termes de sociologie militaire, en termes des engagements militaires, en termes du sens du métier de militaire, pour que le militaire centrafricain, ceux qui sont dans la police et surtout les forces de défense et de sécurité puissent comprendre que lorsqu'ils s'engagent pour défendre les institutions de la République, ils ne s'engagent pas pour orchestrer ou pour perpétrer les coups d'État. Ils s'engagent pour défendre les institutions de la République. Et quand on défend l'institution de la République, on ne doit pas appartenir à une famille quelconque. On doit appartenir au peuple centrafricain qui paye d'abord ses impôts, permettant à ces forces de défense et de sécurité de continuer à mener à bonne échéance leur mission. Merci. Enfin, pour finir, au niveau de la dernière solution, le système scolaire aujourd'hui est déconstruit. Donc, il faut qu'on puisse revoir le système scolaire. Parce qu'un peuple exclu de l'éducation est un peuple qui est privé, notamment du siècle de lumière. Voilà comment les propositions que nous pouvons maintenant sur la table concrètement pour essayer de décrisper cette crise qui perdure depuis des décennies. Merci Dr Godefroy Godje Djanang. Vous êtes notre invité pour cette émission Vie de la diaspora. Vous allez rester avec nous pour la suite et la seconde partie qui concerne la crise préélectorale en République démocratique du Congo après le petit break que nous faisons. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur Afro-Web TV. Afro-Web TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com.
Sur Afro Web TV, ce sont des reportages, des interviews, des émissions interactives, des débats et des documentaires entrecoupés des informations.